Hello mes lapins, maintenant qu'on a passé 2 petits épisodes à lister les points les plus importants du style Mucha, je vous propose aujourd'hui une courte biographie de l'artiste afin que l'on situe un peu mieux ensemble non plus le contexte de la belle époque et ce qu'est l'art nouveau, ça on l'a déjà fait, mais bel et bien la vie de l'artiste lui-même. Dans les prochains épisodes, on commencera à détailler son travail plus en profondeur et à voir les différentes phases qu'il a pu rencontrer tout au long de son parcours. Mais allons-y pour décortiquer ensemble les moments clés de sa vie pour mieux comprendre son travail. Alphonse Mucha est né en 1860 dans la petite ville d'Ivančík, je prononce ça peut-être très mal, en Moravie, actuellement République tchèque. Mucha est issu d'une famille nombreuse de la petite bourgeoisie. Enfant, il manifeste une forte attraction pour le dessin et très tôt s'amuse à caricaturer ses camarades. Après le lycée, Mucha, loin de n'avoir qu'un seul talent, devient violoniste à la cathédrale de Brno. S'avérant également être un excellent calligraphe, il est engagé comme greffier dans le tribunal où son père est huissier. En 1879, il part pour Vienne à l'âge de 19 ans où il sera engagé comme peintre de décors de théâtre par la maison Kocki-Brioché-Burghardt, spécialiste dans les décors de théâtre. Après la fermeture de cette maison, Mucha s'installe à Mikulov où il peint des paysages, des portraits et réalise des inscriptions de pierre tombale. Il sera alors invité par le comte Cluen, le seigneur du lieu, en 1883, à créer la décoration du château Emmahof en lui créant des peintures murales qui plaisent alors beaucoup, ce qui lui permettra ensuite d'être accepté par la noblesse locale. Mucha, pas le comte. Le comte, bien sûr, il est déjà accepté par la noblesse locale. Mucha sera alors soutenu financièrement par le comte Kuenbelasi et pourra entreprendre des études à l'Académie des Beaux-Arts à Munich en 1885. À l'issue de cette formation, il partira s'installer à Paris en 1887 pour étudier à l'Académie Julian, qui est une école privée de peinture et de sculpture. Commence alors une période difficile pour l'artiste qui doit du coup gagner sa vie. Mucha mène donc la vie difficile d'artiste bohème, il vit à Montmartre et rencontre d'autres nombreux autres artistes comme par exemple Paul Gauguin. Mucha s'intéresse alors à la photographie et réalise aussi des illustrations pour la presse. Puis, il découvre le travail de Steinlein, qui évidemment, l'inspirera beaucoup. Et enfin, il est engagé en 1892 par l'importante maison d'édition Armand Collin et se retrouve chargé d'illustrer le livre Scènes et épisodes de l'histoire d'Allemagne de Charles Segnobos. Donc pour le moment, Mucha, il n'accède pas encore à la reconnaissance et sa vie est pour le moins financièrement compliquée. Heureusement, pour Mucha, c'est bientôt la fin de la période de disette, et ça, grâce à qui ? Eh bien, grâce à la divine Sarah Bernhardt, comme on l'a évoqué dans la vidéo consacrée à son exposition. Et d'ailleurs, je le rappelle, c'était cette exposition qui m'a carrément donné envie de vous faire toute cette saga sur l'Art Nouveau et Mucha, donc merci qui ? Merci Sarah. Mais je reprends mon récit sur la biographie de Mucha. Donc, en 1894, en fait, un concours de circonstances amène Mucha vers le début d'un véritable succès. On le rappelle rapidement parce qu'on en a déjà parlé et qu'on va consacrer un épisode entier à ça, mais la grande Sarah Bernhardt, elle a eu besoin à un moment d'une affiche totalement à l'arrache entre Noël et le jour de l'an 1894, un moment où personne n'est disponible pour pouvoir relancer sa pièce Gismonda qui ne marche pas assez. À ce moment-là, elle se retrouve face à un imprimeur, son imprimeur habituel, qui lui n'a qu'un seul artiste disponible à lui proposer pour réaliser l'affiche, et cet artiste, vous l'avez compris, c'est Alphonse Mucha. La création que produit Mucha alors séduit énormément la grande tragédienne nationale, tant par le format qui est peu commun que parce que Sarah représentait telle une icône dans des couleurs douces avec des détails ornementaux très spécifiques, et que cette affiche en réalité c'est un véritable petit bijou graphique qui détonne totalement, qui est très unique et qui ne peut qu'attirer l'attention des promeneurs, et ça c'est ce que Sarah Bernhardt recherche. Donc finalement, à quoi ça tient le succès ? Eh bien, réponse, pour beaucoup de personnes dans la vraie vie, je pense au carnet d'adresses. Mais là, pour Mucha, eh bien, c'est effectivement beaucoup de travail, beaucoup de galères. Et puis un hasard qui fait bien les choses. Donc voilà, là c'était le moment, bonne personne, bon timing pour Mucha, et c'est tant mieux pour lui et tant mieux pour nous parce que sinon on n'aurait peut-être jamais pu apprécier son travail.
Donc du coup, la carrière de Musha, elle est alors très sérieusement lancée, et le voilà, donc il se met à être assailli de commandes d'affiches, et Paris et la France rentrent dans une véritable affichomanie, et surtout une Mushamania. Et le succès est tel que certaines de ces affiches sont arrachées dans la rue par les passants pour les récupérer. Donc après s'être concentré sur la réalisation d'affiches, de panneaux décoratifs et sur la confection également de costumes et de décors de théâtre, Alphonse Mucha diversifie son activité dès 1895, dès qu'il commence à avoir du succès, et puis il se permet par la suite des créations de vitraux, de bijoux, de meubles, de pièces d'orfèvrerie. Bref, le succès, ça permet justement de montrer son talent, mais aussi du coup de pouvoir pousser les choses plus loin. Donc du coup on continue, en 1896, le succès justement continue pour Mucha, notamment avec la superbe impression du premier panneau décoratif dit des 4 saisons. En 1897, Mucha enchaîne ensuite avec sa première exposition indépendante à la galerie Baudinière à Paris, où pas moins de 107 œuvres sont exposées, puis cela est suivi au mois de mai d'une exposition de 448 œuvres au Salon des 100. Certaines des œuvres choisies à l'occasion de cette exposition seront ensuite exposées encore après au Salon Topic à Prague. Ce qui veut dire que Mucha, il a donc son succès en France, et puis ce succès commence un petit peu à se répandre, en tout cas en Europe. Du coup, je vous le disais, tout cet engouement va permettre à Mucha d'obtenir une reconnaissance de son talent auprès de son propre pays, sujet qui semblait à lui tenir à cœur. Notamment, on l'a vu, c'est un sujet, sa culture slave est un sujet important pour lui, on l'a vu dans justement la partie qu'on a faite juste avant avec ce qui est spécifique dans son style. Et donc, rien d'étonnant à ce qu'en 1899, Mucha accepte un mandat de la part du gouvernement austro-hongrois pour participer à l'exposition universelle à Paris en 1900. Il décorera donc le pavillon de Bosnie-Herzégovine, région slave annexée à l'Autriche-Hongrie depuis 1878. Puis en 1900, commence alors un très gros projet que vous pouvez toujours admirer actuellement au musée Carnavalet, qui a conservé cette merveille. Mucha se retrouve en charge de la décoration de la joaillerie Fouquet, qui est un des joyaux de la décoration intérieure de style Art Nouveau et qui est parfaitement conservé et qui est donc visible au musée Carnavalet. Je ne peux que vous inviter à aller le voir, d'autant plus que si je ne dis pas de bêtises, les collections permanentes du musée Carnavalet sont gratuites. L'accès est gratuit, donc allez-y, faites un tour, il y a plein de choses, et allez voir cette pièce qui est reconstituée et qui est absolument sublime. En 1902, la Librairie centrale des Beaux-Arts publiera le document décoratif, donc qui est un large recueil de 72 dessins et aquarelles de Mucha, où justement l'artiste présente à la fois des études minutieuses de la faune, de la flore et des figures humaines, mais aussi des esquisses, des frises, des décors muraux, ainsi que des meubles, des luminaires, de la vaisselle et divers ustensiles. Et en fait, ce catalogue, qui est très éclectique, permet à Mucha en fait, de montrer l'étendue de son expérience, et aussi ça lui permet de fixer définitivement les canons de son propre style. Et ça renforcera aussi par la suite cette idée que Art Nouveau égale style Mucha. Donc c'est un véritable coup de génie que cette publication. Mucha, c'est un artiste talentueux, mais c'est aussi une personne qui manifestement était très bonne en termes de communication et de représentation. Ensuite, rebelote en 1905 avec la publication d'un second ouvrage qui s'appelle Figures décoratives et qui reprend à peu près ce même concept. Du coup, fort de tout ce succès qui se répand maintenant largement à l'international, entre 1904 et 1913, Mucha quitte l'Europe plusieurs fois pour rejoindre les États-Unis, où il enseigne au sein des académies artistiques de New York, Chicago et Philadelphie, et où il effectuera parallèlement une série de portraits. Mais bien qu'accueilli à bras ouverts, notez qu'à son arrivée aux États-Unis en 1904, où il jouit d'une véritable popularité telle que les Américains le qualifient comme étant le plus grand artiste décoratif du monde, rien que ça, il ne trouvera pas pour autant la réception espérée à sa peinture, qui est considérée comme trop proche du modèle. En fait, si vous voulez, les Américains, ils vont être à fond sur tout ce qui est affiches et illustrations. Mais les peintures qui seront proposées par l'artiste, qui ne seront donc pas de l'illustration destinée à de la lithographie, qui seront donc vraiment de la peinture, ça ne remporte pas un très très gros succès.
parce que en fait, ça s'explique par rapport au goût américain, on va dire, qui à l'époque, comme Mucha en fait, n'enjolive pas ou peu dans ses œuvres, et malgré le fait que techniquement ses drapés sont absolument merveilleux et que c'est tout ce qui fait son succès, enfin c'est ce qui participe à son succès au cours de sa période parisienne en matière d'affichage, eh bien ces effets-là en fait ils n'ont apparemment pas le même impact une fois retranscrits à l'huile sur toile, sur une peinture à l'huile donc, et que du coup le succès est assez mitigé en termes de peinture, en tout cas pour le public américain. Alors pour autant, ces différents voyages aux US, ils auront un impact hyper important pour la suite de sa carrière, parce que c'est lors de celui-ci que l'idée qui le taraude depuis des années de réaliser une série de toiles monumentales pour illustrer l'histoire et l'essor de la culture slave, va commencer à se mettre en place ensuite, puisque ça prend forme et que c'est un homme d'affaires fortuné américain, donc Charles Crane, qui mettra à sa disposition les fonds nécessaires à l'exécution de ce projet qui sera composé de pas moins de 20 toiles de format, vraiment extrêmement grand. Donc un projet ambitieux qu'il aura mis longtemps à mûrir et puis du coup il fallait encore trouver un mécène et ça c'est chose faite grâce à ses séjours aux USA. Donc le succès pour sa peinture est mitigé, mais d'un autre côté il a quand même un succès dans tout ce qui est affiche, graphisme et illustration, décoratif, et puis il en repart quand même de tout ça avec un mécène pour enfin pouvoir se permettre d'aller dans ce gros projet qui pour Mucha était un petit peu entre guillemets le grand œuvre de sa vie en fait. Et donc en effet, c'est en 1910, après son retour en Europe, où Mucha d'ailleurs choisit de s'établir précisément à Prague, qu'il réalise enfin ce projet dit de l'épopée slave, qu'il donc mûrissait depuis longtemps. Donc il mettra à peu près 10 ans à réaliser ce qu'il considérait, comme je vous l'ai dit, être son grand œuvre, mais en parallèle, il y a d'autres projets qui voient le jour. Donc en 1911, par exemple, il achève la décoration du salon du maire de la maison municipale de Prague, qui sera, entre guillemets, la dernière grande œuvre de style Art Nouveau réalisée à Prague. C'est apparemment une pièce qui est absolument sublime, j'espère un jour pouvoir m'y rendre. En 1921, c'est l'heure de la revanche, entre guillemets, auprès du public américain, avec l'exposition de l'œuvre de Mucha, enfin en tout cas des œuvres de Mucha au musée de Brooklyn à New York, qui rencontre un succès absolument fabuleux. Puis en 1928, le cycle complet de l'épopée slave est enfin officiellement remis au peuple tchèque et à la ville de Prague. Enfin, en 1931, Mucha conçoit un vitrail destiné à la cathédrale Saint-Guy à Prague, et c'est une pièce absolument fabuleuse, et ça c'est pareil, c'est sur ma liste des voyages à faire. Malheureusement, les sinistres événements de la Seconde Guerre mondiale auront un impact sur l'artiste, parce que lors de l'occupation allemande de Tchécoslovaquie, Mucha est parmi les premières personnes arrêtées par la Gestapo, bien qu'il puisse qu'il soit autorisé à retourner chez lui, sa santé se dégrade rapidement et il meurt le 14 juillet 1939 à Prague. Il est d'ailleurs enterré au cimetière slavin de Vyšehrad là-bas. Je l'ai probablement aussi prononcé très mal, je suis navrée, je ne maîtrise pas trop la prononciation de cette langue, donc vous m'excuserez. Si vous avez une meilleure prononciation, tant mieux pour vous. Je fais un petit peu comme je peux. Je vous ai donc présenté les éléments marquants et intéressants, en tout cas pour nous, de la biographie de Alphonse Mucha, mes lapins. Merci à tous ceux qui me suivent, qui commentent, qui partagent. Ça m'aide à garder ma motivation pour continuer cette saga qui me prend pas mal de temps en termes de recherche d'images, de rédaction, d'enregistrement, de montage, tout ça. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui me suivent. Et puis, je bug. Le prochain épisode sera un épisode bonus. J'ai réussi à dégoter une biographie écrite sur Mucha, qui a été publié de son vivant en 1900 par le père Abel Fulcran, César Fabre, qui était un spécialiste de l'art religieux, qui a été publié à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, où je vous l'ai dit, Mucha représentait donc son pays. Du coup, je trouvais assez intéressant de s'immerger dans cet écrit qui date de l'époque de Mucha. Écoutez, ceux que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas à sauter ce prochain épisode bonus, et puis
Le mois prochain, de toute façon, on continue la saga Musha sur un thème autre que sa biographie. Je vous dis à très vite mes lapins, j'ai hâte de continuer avec vous.